Alors aujourd'hui, je te présente Patricia Fontaine. Patricia Fontaine qui vient de notre pays. Moi, je propose que M. Chabert nous rejoigne. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr. Ce serait voilà. J'aime la présence de Christophe Chabert, M. Chabert, puisqu'il est le président du comité de lecture pour les prix de Mazamet. Et j'aime sa présence, et surtout pour les extrêmes, puisque nous avons le sud de la France, nous avons le nord, la Belgique, le nord de la France. Moi, c'est le centre. C'est le centre, c'est je croyais qu'Orléans c'était le nord. Oui, je sais que pour les gens d'ici c'est le nord, mais en fait c'est le centre de la France. Voilà, c'est la région centre. Donc nous avons un fil rouge. Alors, Christophe Chabert, si je me suis permis de vous inviter à participer à cette petite discussion, c'est que je sais que vous êtes passionné d'histoire. Vous êtes professeur, vous approchez les élèves et vous les approchez, vous les éduquez. Éduquer, c'est quand même un superbe métier. Oui. C'est extraordinaire l'éducation. C'est un métier quand même qui est difficile. Oui, j'imagine. Mais non, c'est un métier formidable. L'avenir du monde se passera par l'éducation et la culture. Voilà. Et nous allons nous adresser à Patricia Fontaine. Patricia Fontaine, bonjour. Vous également, vous avez déjà participé à nos émissions et ce fut un plaisir. C'était également dans une table ronde, dans le cadre d'une table ronde, bien qu'elle était carrée ou rectangulaire, peu importe. Alors vous avez écrit, vous avez présenté un livre, un roman qui est édité chez Academia, Academia qui fait partie du groupe Armatan. Cap Verte. Alors Cap Verte, c'est aussi un bouquin que j'ai aimé, je vous l'ai dit, mais c'est un bouquin qui n'est pas nécessairement facile en première lecture. Quand je dis pas facile en première lecture, bien entendu, on peut le lire simplement, mais si l'on veut le creuser un peu, il faut malgré tout prendre son temps. Et prendre son temps parce que l'on franchit les siècles et l'on arrive au Moyen-Âge et pas que. Vous avez inventé une machine qui remonte le temps, puisque l'on passe du Moyen-Âge au XXIe siècle et du XXIe siècle au Moyen-Âge. Ce que j'adore, puisque l'invité d'honneur du Salon du Livre de Mazamet parlait de fantômes, vous parlez d'ésotérisme. Et c'est noir. Il y a de la manipulation. Et, bien entendu, il y a également le contraste du noir, qui ne sont pas des couleurs, bien entendu, on le sait, le blanc, la lumière. Mais à un moment donné, on ne sait plus qui est qui. Alors, première question, je vous l'ai déjà posée, et je n'étais pas satisfait dans la réponse. Comment vous êtes venu l'idée de plonger là-dedans? C'est simplement, d'abord, je suis très impressionnée d'être ici aujourd'hui parce que je suis entourée d'éminents historiens et je ne suis pas du tout historienne. Donc, mais moi non plus. Je suis professeur de lettres et en plus on a un point commun supplémentaire, c'est que mon éditeur traditionnel, on va dire, c'est l'Harmattan. Eh bien voilà. Donc voilà, on est entre nous. C'est ça. Donc c'est l'impression, mais en même temps, moi je suis partie
pas avec un projet ni de roman ni rien, mais simplement lors d'une visite guidée dans la région, mais que tu connais bien puisqu'on est de la même région, donc d'un guide qui nous parlait de vestiges, de restes de patrimoine, d'une porte, d'une ferme, d'une église, d'un rempart. Et je l'ai quitté dans ce qu'il pouvait dire pour me dire, mais si les murs pouvaient nous raconter des hommes et des femmes qu'ils ont fréquentés quelque part et qu'ils ont connus, qu'est-ce qu'ils pourraient nous en dire? Et en même temps de me dire, mais ce patrimoine pourrait nous dire beaucoup de choses, et j'ai envie de m'y plonger, et c'est le patrimoine à la fois les pierres, mais aussi un paysage, des routes, un ancien métier qu'on voit à travers un fer forgé, quelque chose là, de qu'est-ce qu'il pouvait dire. En même temps d'envie d'explorer ce patrimoine, et en même temps de me dire, mais ce patrimoine n'existe qu'à travers celui qui aujourd'hui au XXIe siècle va s'y intéresser. Sans quoi ça va passer à côté, on va faire la visite guidée, on va regarder, mais on va pas s'intéresser. Donc, d'où ces deux époques et cette envie à la fois d'écouter ces murs et ce patrimoine, et à la fois à travers le regard de quelqu'un qui aujourd'hui va s'y intéresser. Il y a tout de même une rectification que je dois apporter, puisque en introduction j'ai dit votre livre n'est pas nécessairement facile à lire. Je tiens à préciser qu'il n'est pas facile à lire parce qu'il est tellement prenant qu'il vous empêche de dormir. D'autre part, c'est vrai qu'en remontant systématiquement le fil des siècles, et où l'on retrouve fortement l'esprit d'une femme, c'est un monde presque matriarcal et écrit par une femme. C'est impressionnant parce que nous sommes des hommes, nous ne pouvons pas nous mettre à la place d'une femme. Et nous touchons du doigt plein de sentiments, plein de choses, et même l'érotisme de la femme, et en plus, qui se joue à une époque que nous ne connaissons pas. Alors, puisqu'on parle d'érotisme, et on va en parler rapidement, mais il n'y a pas que ça, et il s'est fait avec énormément de pudeur et de beauté, c'est que l'un de vos personnages trouve une sorte d'initiation au cœur de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un bordel, une maison de passe, mais qui à l'époque était quelque chose de je dirais, qui était entré dans les mœurs, qui était accepté, qui n'était pas quelque chose de sale. C'est effectivement à travers ce regard de femme que j'ai voulu prendre aussi le patrimoine, pas celui des châteaux, des chevaliers, mais vraiment d'essayer, qui était mon regard aussi, de ne pas me prétendre être à travers quelqu'un, comme je disais, je ne suis pas historienne, donc c'était mon regard à travers les écrits des médiévistes, à travers l'iconographie. Je me suis dit, j'ai pris ces éléments. Et en même temps, j'écoutais différentes interviews ce matin, là, dans nos rencontres. C'est vraiment aussi me laisser porter par les personnages qui m'ont emporté qui m'ont embarqué dans des espaces et dans des lieux et dans des émotions que je n'aurais jamais imaginé avant, oser même moi-même toucher et tout. Et là, ça a touché aussi quelque chose de la magie de l'écriture, de la magie aussi de me plonger dans une histoire que je ne connaissais pas spécialement ou que je ne maîtrisais pas dans les images, dans les couleurs, et qui m'a amené, oui, dans ce lieu qui était à la fois un lieu de rencontre, un lieu public, un bain public, et qui correspond aussi un peu à des lieux, pas dans le monde du bordel ou de la maison close, mais qui étaient des lieux particuliers où des gens se rencontrent et où on retrouve un peu une cour de miracle, des gens inattendus, des gens qui viennent pour s'y réfugier, qui viennent pour y trouver un plaisir, des sens ou un lieu de convivialité simplement, et qui sont peut-être aussi dans mon parcours professionnel des lieux inattendus où j'ai pu me retrouver. Et donc c'était dans ces rencontres inattendues, et dans Gwenaël et Jennifer, qui sont les deux personnages à la fois Gwenaël au Moyen-Âge et Jennifer aujourd'hui, qui m'ont embarqué là où je ne m'y attendais pas et qui m'ont mis dans des moments d'écriture où je me suis surprise à me réveiller de l'histoire que j'étais en train d'écrire. Il était 2h, 3h du matin, j'aime bien écrire le soir, en ayant peur quelque part, moi-même, de me dire, mais il y a du vent, il pleut, je suis seule à la maison, et j'étais prise dans cette histoire et dans leur parcours.
J'ai envie de dire initiatique, ce livre. C'est vrai que nous trouvons au Moyen-Âge et on ressent très très fort les difficultés de ces gens, également cette solidarité qui existe, et puis vous approchez cette personne qui est quelque part la marraine, ou je ne trouve pas le mot et vous m'en excuserez, celle qui protège un peu Gwenaëlle, qui est une sorte de sorcière. Et évidemment, on sait aujourd'hui, nous avons cet acquis qu'une sorcière était avant tout une guérisseuse, et que bien souvent, c'était les gens qui se faisaient guérir par la sorcière, qui se vengeaient sur la sorcière parce qu'elle détenait des secrets. Mais ce que j'ai adoré dans votre bouquin, c'est que vous peignez avec une subtilité chaque personnage, et que chaque personnage, même les plus noirs, on a envie de les aimer. Mais Dieu, qu'est-ce qu'ils nous font trembler! Oui, ils m'ont fait trembler aussi en les écrivant. Et donc, j'ai envie de dire, il y a des moments comme ça, effectivement, les personnages, j'ai envie de dire, chaque personnage qui est sorti de mon imaginaire à travers le travail, j'ai envie de dire, s'il a été écrit à un moment, je prenais le pari, c'est qu'il a sa raison d'être. Donc, je me devais quelque part de les accompagner jusqu'au bout. Et effectivement, dans le côté sombre, dans leur côté cruel, dans leur côté malveillant vis-à-vis aussi des héroïnes, mais je me dis, s'ils sont, je dois les accompagner. Et donc de me dire, mais au fond, qu'est-ce qu'ils pourraient susciter comme vécu, comme émotion, comme transmission aussi de quelque chose, pour que ces deux jeunes femmes à des époques différentes, qui sont en quête aussi de leur propre identité, de leur propre choix et de leurs propres valeurs. Et que oui, c'est des rencontres inattendues qui ont déterminé quelque part leur choix, leurs croyances, leurs valeurs, et qui m'ont aussi amené à me positionner comme celui qui tient la plume pour les accompagner. Et ces personnages annexes, ces personnages qui sont presque des objets, mais Merlin, le saule, il y a le chien aussi qui se promène là et qui nous offre des tendresses, des moments de tendresse, et qui nous projette vers notre enfance, puisqu'inévitablement, je ne sais plus parler, inévitablement, nous touchons du doigt tous nos petits secrets. Je vais peut-être me tourner vers Christophe Chabert. Merci, je l'ai déjà dit, d'être présent. Vous êtes professeur de lettres, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier est un ouvrage qui est tout chaud, tout frais. Vous pouvez nous rappeler le titre? Alors il s'agit d'Ayanga, qui est un conte, on va dire initiatique, qui s'adresse plutôt à des adultes qu'à des enfants, même si des enfants le lisent et travaillent dessus actuellement. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'au départ, c'était un projet collectif. C'est une commande en fait de mon ami photographe Joël Espier, qui était parti faire une sorte de safari photo en Mongolie et aussi chez les Tsatans du lac Baïkal. Et il est revenu de son voyage en immersion totale, pendant plusieurs semaines chez l'habitant. Vraiment, il a vécu comme ces derniers aiguillés de Mongolie ou comme ces Tsatans. Il est revenu de son voyage avec des photos magnifiques. Et il voulait faire éditer son livre, mais il voulait se passer d'un éditeur parce qu'il voulait être vraiment libre de ses choix, de son travail. Et alors, par bonheur, à Groyer, nous avons un imprimeur talentueux qui travaille entre autres pour la Martinière et qui fabrique des livres d'art. Et donc Joël s'est adressé à cet imprimeur et il a édité donc son livre de photos. Et il m'a demandé à cette occasion d'écrire un conte qui ferait le fil rouge un peu entre ces différentes photos et ces deux lieux géographiques différents que sont la Mongolie et le lac Baïkal. Voilà. Alors je me suis pris au jeu. En plus, pour moi, c'était quand même passer un peu du coq à l'âne, parce que le dernier livre que j'avais écrit, j'avais recueilli les confessions du dernier gangster de la French Connection, donc c'était quand même pas le même univers, quoi. Et donc j'avais quand même aussi besoin de ça, de revenir un peu vers la poésie, vers l'univers aussi du merveilleux, du conte. Alors c'était un très bon moment d'écriture pour moi. D'habitude c'est très difficile pour moi d'écrire, enfin c'est très douloureux. Mais je le fais quand même, ce sera par masochisme. Mais là, j'avoue que
j'ai vraiment, peut-être pour la première fois de ma vie de littérateur, on va dire, Oui. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire ce conte. Et ça se voit à regarder ses yeux, à regarder ses yeux. On a l'impression qu'il a fait un accouchement. Ben, Oula. vous ne pourriez pas si bien dire, parce que c'est un conte qui parle du renoncement à la vie, de la mort, mais aussi de la naissance, de la nouvelle naissance. En fait, tout ça est très ésotérique aussi. Voilà. Mais c'était la première fois que j'écrivais un conte. Et donc j'ai vraiment voulu jouer sur tous les ressorts possibles. Et donc là, le merveilleux, j'ai essayé de le faire jouer à plein et avec une certaine naïveté aussi, que permet cet exercice. Et j'ai choisi surtout un personnage un peu particulier, c'est un aigle, une aiglonne, on va dire. Et donc, tout à l'heure, quand j'entendais parler du regard féminin de Patricia, alors moi j'ai pris le parti pris d'adopter un regard féminin, alors que vous voyez, je ne suis pas trop féminin, et ça m'a beaucoup plu de me décentrer de moi-même et d'adopter non seulement le point de vue d'un animal, très humanisé évidemment, mais féminin. Et ça, C'est pas c'était formidable. évident. C'est pas évident, parce que quelque part, c'est reconnaître également la féminité qui est dans chaque homme, et ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est une qualité énorme. Alors je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas c'était très intéressant de me décentrer et peut-être, alors j'ai pas vraiment pour habitude de parler de moi-même, mais enfin nous sommes tous ici auteurs de livres, on sait très bien que dans les livres on parle de soi, et y compris peut-être dans les personnages les plus scabreux. Et là, c'était un bon exercice, je pense aussi, pour vraiment être en retrait, quoi, et laisser parler l'imaginaire. Et il y avait justement moins d'enjeux que dans les autres livres. Vous voyez, vous parliez d'accouchement. Je pense que ce qui se jouait dans ce livre-là, c'était pas quelque chose de personnel. C'était vraiment, je crois, le plaisir d'écrire un conte pour un ami. Et voilà. Quel âge ont vos élèves? Alors ils ont 11 ans, de 11 à 14 ans. L'âge du rêve, hein, Voilà. où tout est permis. Oui. Dites-moi, Christophe, nous ne le connaissons pas beaucoup, mais nous nous connaissons. J'avais eu l'opportunité de vous rencontrer au Pont de l'Arve, je le prononce peut-être mal, je suis désolé, et vous aviez accueilli des musiciens parce que vous adorez la musique, vous adorez le jazz, et je salue le lieu qui nous accueille, hein, les Quatre Vents. C'est un restaurant, on ne fait pas de publicité, mais c'est un endroit charmant. Et vous adorez le jazz, vous adorez le classique, vous êtes littéraire, vous êtes enseignant, et on va approcher un nouveau rôle que vous portez aujourd'hui, qui est une responsabilité malgré tout. C'est votre rôle de président, de coordinateur, de manager, je vais dire, du jury qui va décider qui seront les lauréats ou les nominés pour les prix de Mazamet. C'est une responsabilité énorme. Alors, c'est une responsabilité parce que on le sait, quand on écrit, bon, c'est quand même une part de soi-même. C'est un investissement, et le fait d'être retenu ou pas, ça peut occasionner des blessures, donc c'est quelque chose de sérieux qu'il faut faire avec vraiment le plus grand sérieux. Alors, je ne suis pas seul, tant s'en faut. Justement, on va en parler. Je suis entouré d'une équipe de passionnés. Et donc, c'est un travail qui va se dérouler sur plusieurs mois, parce qu'on reçoit énormément de livres. On reçoit à peu près 250 livres. Donc il y a tout un travail de lecture, un travail d'équipe, parce que, bien entendu, on ne peut pas lire 250 livres à soi tout seul. Donc, on se partage le travail, et ensuite on provoque des réunions, en général qui sont conviviales, autour d'une table, par exemple de la table des 80. C'est vrai qu'on s'était retrouvé là la dernière fois, et puis là
on se parle, on argumente, on dit voilà, moi j'ai retenu dans la liste des livres que j'avais à lire, j'ai retenu ces livres-là pour telle et telle raison. Celui-là m'a vraiment plu parce qu'il est bien écrit, parce que le sujet m'intéresse, ou au contraire parce qu'il aborde un sujet auquel j'avais pas d'intérêt particulier, mais j'ai été conquis. Voilà. Et donc chacun peut s'exprimer. Et puis ensuite c'est de manière très collégiale et consensuelle. Je voudrais vraiment insister là-dessus parce que il ne s'agissait pas de faire une compétition entre les membres du jury pour imposer tel ou tel livre. Un livre qui plaît, en général, il fait l'unanimité. Et donc on est resté dans une unanimité. Voilà. Et c'était un peu l'esprit que je voulais donner à ce jury. Alors j'ai souvent songé à vous, puisque la plupart des livres qui participent au prix de Mazamet, je les avais lus en qualité de chroniqueur, et je me suis dit, maman, j'aimerais pas être à votre place parce que ça doit être terrible. Ceci dit, et là je m'avance un peu, j'ai l'impression que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas nominé ou que vous n'êtes pas lauréat, ce n'est pas pour ça que votre livre ne porte pas une certaine qualité, voire une très bonne qualité, parce qu'il y a un côté subjectif. Vous aimez un livre à un moment X, et peut-être que demain, vous aimeriez un autre livre parce qu'il vous parle, vous l'avez très très bien souligné, à ce moment précis. C'est évidemment... C'est évident. Le nombre des prix est quand même limité. Il y a 9 prix, plus un qu'on a un peu détaché puisque c'est un jury à part, fait de collégiens qui a fait le choix, donc 9 prix sur les 250 livres en compétition. Donc forcément, il y a des livres d'une grande qualité qui ne sont pas primés. Mais, encore une fois, pour avoir vécu pour la première fois le choix final, je crois pouvoir dire quand même que le palmarès est conforme à une certaine qualité. Et si on vous torture, vous diriez le nom ? Je ne parlerai jamais, même sous la torture. Sinon, il y a une solution, c'est de donner un prix à chaque livre. Oui, ça n'aurait plus aucun mérite, on est impatient. Alors, bon, évidemment, le temps passe très vite. Je voudrais parler de vos écrits qui sont nombreux malgré tout. Je voudrais parler de votre vie d'enseignant qui est passionnante. J'aime beaucoup votre humilité parce que j'ai eu l'occasion de vous fréquenter de temps en temps dans différentes circonstances et vous vous mettez toujours en retrait et j'ai toujours l'impression que vous placez les autres en avant. C'est rare et je tenais à le souligner. Alors Christophe Chabert, je vous remercie infiniment et j'espère que nous aurons un peu plus de temps pour avoir une interview complète durant laquelle nous parlerons de vos œuvres. Vous savez, vous êtes toujours le bienvenu. Patricia Fontaine, merci d'être venue jusqu'à Mazamet parce que 1200 km c'est pas rien, mais pourquoi Mazamet ? Je crois que tu es bien placé pour en parler. Tu en avais parlé avec aussi de ce salon Mazamet. Je dois avouer que je ne savais pas du tout où c'était et où ça se situait. Donc voilà. Et mais c'était aussi. Ça y est, j'ai retrouvé moi. Jalabert qui est passé. Et donc c'était aussi à travers ce que tu pouvais transmettre en Belgique de le côté chaleureux, humain, et qui n'était pas centré sur une mise ensemble d'ego littéraire, mais sur des rencontres de personnes qui ont un lien, qui est le plaisir d'écrire, quel que soit l'écrit, et que donc c'était aussi, grâce à tout ça, il y a ton encouragement aussi à me dire « ose, vas-y ». Et donc je pense que c'est à la fois ce plaisir-là et tout à l'heure, j'entendais, il faut peut-être croire à ses rêves et oser. Et c'est un peu par challenge de me dire, je l'envoie, même si après je me dis, mais comment est-ce que tu as osé ? Mais donc voilà, et c'est le plaisir d'être et d'oser, de tenter de nouvelles expériences, en sachant aussi que ça se passerait dans le respect des uns et des autres et dans une convivialité. Et j'ai envie de simplement montrer cette rose
reçus ce matin par Michel et par Marie, qui sont, je crois, à l'image du plaisir et de la chaleur de l'accueil et d'être ici avec chacun d'entre vous. Voilà. J'en suis le témoin depuis quelques années déjà, et C'est vrai. c'est pour ça que je reviens toujours avec plaisir. Voilà, J-1. Je vous souhaite le plus beau chemin qu'il est possible d'avoir. Je vous remercie infiniment d'être vous. Et puis, la porte est toujours ouverte. À bientôt. Merci.